que j'ai découvert grâce à la médiathèque, c'est celui-ci. Donc c'est Léviathan de Scott Westerfield et c'est une trilogie qu'on peut trouver au rayon des romans jeunesse. Donc le premier tome, Léviathan, le deuxième tome, Behemoth et le troisième tome, Goliath. Et c'est très intéressant, c'est de la science-fiction et ça re-raconte la Première Guerre mondiale, mais dans un univers alternatif où se battent donc les Allemands et l'Empire ottoman, tout ça, qui sont plutôt calés en machines de guerre, notamment des robots de guerre. Et de l'autre côté, les Alliés, donc les Français, les Anglais, les Américains, qui eux sont plutôt calés dans la fabrication de créatures en mélangeant d'autres espèces animales. Et ici, on a l'histoire de deux jeunes gens, Alec et Derryn. Derryn se fait passer pour un garçon pour pouvoir entrer dans l'armée de l'air anglaise, et Alec est le fils du comte François de Ferdinand. Et ils se retrouvent tous les deux à bord de l'équivalent d'un Zeppelin anglais qui s'appelle le Léviathan justement, et qui, au lieu d'être un Zeppelin fabriqué de toile, est constitué d'une baleine en fait, plus précisément d'un cachalot, mais qui est vide à l'intérieur et qui est tout un écosystème. Et Alec doit cacher son identité, et Derryn la connaît et l'aide en fait à le cacher et à essayer de retrouver le trône qui normalement lui est dû. Donc oui, c'est de la bonne science-fiction, et puis j'ai beaucoup aimé le livre parce que déjà j'aime beaucoup l'idée du double secret, sachant qu'il y en a un qui est révélé mais pas l'autre, et du coup ils essayent tous les deux de s'aider mutuellement, et à la base ils viennent tous les deux de deux endroits différents, ils sont tous les deux dans des camps opposés, et pourtant ils s'entraident pour essayer de tirer le meilleur parti pour eux-mêmes et aussi pour le Léviathan, puisqu'ils sont tous les deux plus ou moins dans le même bateau. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. C'est à la fois donc, de la science-fiction et aussi en même temps, ça réfléchit un petit peu, ça aide un petit peu à réfléchir sur notamment tout ce qui est manipulation génétique. Puisque, voilà, par exemple, Alec, lui qui n'a jamais vu avant ça de créatures modifiées génétiquement, qui au début est complètement dégoûté, et puis il apprend peut-être que ça peut être bien, et puis en même temps, il peut avoir des abus. Et puis aussi, c'est une histoire d'amitié. Donc ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles ça m'a plu. Je vais vous présenter le disque Contact de Plantech. Régulièrement, je prends des disques un petit peu au hasard à la médiathèque, et là, c'était vraiment une très bonne surprise. C'est un disque de trad électro-rock, donc c'est de la musique bretonne sur un fond de musique électro, et j'étais très surpris sur le coup, mais c'est vraiment très bien. Ça permet de sentir le renouveau de la musique bretonne, qui est toujours très vivace, et c'était vraiment très agréable. J'ai entendu quasiment la même chose dans Moondog, qui est passé au Festival du film britannique, et c'était vraiment agréable. Il y a un renouveau de la musique bretonne et celtique en général, et ça, c'en est un très très bon exemple. Et c'est toujours agréable d'avoir des bonnes surprises à la médiathèque. Bonjour, voilà, je vais vous présenter pour les 20 ans de bibliothèque la collection de Pierre Bottero, qui tourne autour de la quête des Willan, qui sont les premiers ouvrages jeunesse dans le monde du fantastique. Ce sont des ouvrages qui ont permis de voir un petit peu le monde, car ils parlent de beaucoup de choses. Ils permettent d'avoir des questions sur plein de sujets, autant sur l'amour que sur le fait de grandir, le fait de prendre en maturité, de se placer dans le monde des adultes, avec beaucoup d'humour, de fantaisie, d'action, ce qui fait toujours plaisir aux enfants, mais ce qui permet même aux adultes, quand on les lise, de voir une nouvelle forme de lecture et de nouvelles choses à en apprendre. Donc il y a au total 11 volumes sur beaucoup de personnages tout aussi attachants les uns que les autres, dans un univers qui est magnifique, qui vaudrait même un Tolkien. Et donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à rentrer dans cet univers, en apprendre et à découvrir tous ces personnages. Au revoir. Bonjour à tous, moi c'est Bleuhen et je vous présente un manga qui s'appelle Sensu, qui a été écrit par Daisuke Imai et je suppose dessiné aussi. Ça raconte l'histoire d'un monde où vivent des sensus. En fait, c'est des personnes qui sont déclarées mortes dans la société, mais qui en fait vivent cachées parce qu'elles ne veulent pas revenir vivre dans leur vie.
Et du coup, on suit l'histoire d'une de ces sangsues qui, au départ, elle sait pas du tout que ça existe, ça, et du coup, bah, elle va découvrir au fur et à mesure et elle va avoir plein d'aventures en quelque sorte avec d'autres sangsues ou voilà. C'est un manga que en 5 tomes, donc c'est très simple à lire et enfin, les dessins sont bien faits et le texte, bah, il est pas trop compliqué non plus. Enfin, c'est clair et net quoi et c'est un peu violent peut-être. Faut aimer le style quoi, mais moi j'adore ça. Du coup, bah j'ai lu le premier tome au départ, puis du coup, comme j'ai tellement aimé que j'ai demandé à la médiathèque d'acheter les autres tomes. Et c'est vraiment très très bien parce qu'on suit tout le temps l'histoire d'une même fille. Donc des fois il se passe des choses avec d'autres personnages sauf qu'on le sait pas et on le découvre après et tout ça. Donc bah, je trouve que c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce manga. Bah, voilà. Bonjour, moi je vais vous présenter un de mes nombreux coups de cœur que j'ai eu dans cette médiathèque. Donc je vous présente l'album de Synapson, Convergence. C'est un album qui date de 2015. Donc Synapson, c'est un duo français composé d'Alexandre Fier et de Paul Cucuron. Ce qui est plutôt rigolo, c'est que ce sont des amis d'enfance. En fin de compte, ils se voyaient une fois par an pendant les vacances. Et donc c'est quand l'un des deux est monté à Paris que vraiment le groupe est né en 2009. Et ils ont connu pas mal de périodes de doute où ils se sont demandé s'ils allaient s'arrêter. En fin de compte, on se rend compte qu'avec cet album, ils ont vraiment bien fait de continuer, de persévérer. Donc ces deux artistes qui fonctionnent, donc ils composent chacun de leur côté, puis ils mettent ensemble leur composition. Et il y a toujours des voix sur leur composition, donc ils travaillent avec de nombreux artistes pour voilà, avoir les voix, et puis du coup ça fait pas mal de rencontres, et ça fait un album qui a vraiment beaucoup de sonorités. Donc c'est plus de la deep house et de l'électro. Si je pense que vous devez connaître un de leurs morceaux, All in You, puisqu'il a fait vraiment un tabac, on l'a beaucoup entendu sur les ondes. Il a été fait avec Adna Kova, une chanteuse qui vraiment est à suivre, je pense, parce qu'elle peut donner des choses plutôt sympas. Donc sur leur album, il y a 13 morceaux. Beaucoup ont été passés en radio, après il y en a plein d'autres à découvrir. Donc c'est vraiment intéressant à écouter. Ils ont vraiment des belles chansons. Et si vous voulez les retrouver sur scène, donc ils font pas mal de concerts, mais ils font aussi des festivals. Donc ils seront présents à Garo Rock, le Printemps de Bourges, les Solidays ou encore les Vieilles Charrues. Donc c'est vraiment un groupe à suivre, et je pense qu'il y a d'autres albums qui vont sortir. Merci, bonne écoute. Bonjour, je vais vous présenter une BD qui s'appelle Temujin. C'est une BD de Antoine Ozanam et Antoine Carillon, édité chez Daniel Magène. On aurait pu aussi intituler cette BD de Temujin à Gengis Khan. C'est en partie dû à son génie politique et militaire que le général Temujin put, au XIIIe siècle, unifier les tribus turques et mongoles de l'Asie centrale, fondant ainsi son empire. Il fut proclamé Gengis Khan, autrement dit chef suprême. Ce récit épique va nous parler surtout et mystique de la genèse de Gengis Khan. Enfant, issu d'une étreinte d'une humaine et d'un loup bleu, il fut adopté dès sa naissance par un chaman nommé Özbek. Özbek avait vu la nuit précédente l'avenir du peuple turc, mais aussi avait vu l'enfant. Il avait aussi écouté le dernier récit de sa mère, et il allait nommer cet enfant Temujin. Il s'en est allé avec l'enfant pour accomplir ce que lui avaient demandé les esprits, faire son initiation. Temujin se découvrira très tôt des talents particuliers, comme celui de pouvoir récupérer l'âme des défunts. C'est au cours d'un combat épique avec un loup bleu qu'il fera la rencontre de l'Ayami, autre personnage mystique représenté par une femme que seul lui peut voir. Elle incarne l'esprit de la terre, mère, elle sera son mentor et deviendra aussi sa femme. Temujin se découvrira des envies de conquête, mais aussi des ennemis, tout aussi plus violents que lui. Utilisera-t-il ses pouvoirs pour les vaincre? L'Ayami sera-t-elle toujours à ses côtés?
À quel moment deviendra-t-il le grand Gengis Khan que tout le monde connaît? Personnellement, je me suis laissé porter avec beaucoup de curiosité par ce récit épique et mystique et espère vous avoir donné envie de le lire. Une suite est sortie, tome 2, Le voyage immobile, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la vie de Gengis Khan, mais qui ne sont pas pour autant comme moi férus d'histoire. La trilogie écrite par Cohn et Goulden, qui se nomme L'épopée de Gengis Khan, est très abordable et existe en livre de poche. Alors, je vais vous faire voir quelques pages que j'ai notées plus particulièrement, surtout pour vous faire voir le dessin. Vous avez celle-ci. Choisir un livre parmi tous ceux qu'offre une riche bibliothèque comme le Grand Logis n'est pas chose facile, et même ne choisir que parmi ceux qu'on a lus reste délicat. Cependant, puisqu'il faut bien choisir, j'ai donc choisi de vous présenter l'ouvrage de Brigitte Bègue, Vaccin, le vrai du faux, publié aux éditions de Lachaud et Niestlé. Pourquoi les vaccins? Parce qu'il s'agit d'un sujet qui concerne tout le monde. Au premier chef, les jeunes parents, ou futurs jeunes parents, qui devront faire vacciner leurs enfants. Et certains vaccins sont légalement obligatoires, ou se poseront la question d'une vaccination, d'autres étant simplement recommandés. Sont également concernés tous ceux qui voudront voyager. La vaccination contre telle ou telle affection pouvant être recommandée ou obligatoire selon la destination choisie. Mais aussi les personnes plus ou moins âgées auxquelles certaines vaccinations sont plus ou moins recommandées. Exemple, la vaccination antigrippale pour laquelle il existe une vive incitation des pouvoirs publics. Pourquoi avoir précisément choisi cet ouvrage parmi tous ceux qui traitent de ce sujet? Parce qu'il s'agit d'un ouvrage clair et facilement accessible qui évite les deux écueils auxquels se heurtent souvent les ouvrages de vulgarisation scientifique. Une simplification caricaturale, une information trop exhaustive qui devient vite absconse. Ici, les différentes problématiques de la vaccination sont traitées en 5 grands chapitres. Les vaccins, c'est quoi? De la page 13 à la page 40. La vaccination est-elle efficace? Page 43-80. Y a-t-il des risques? Page 83-112. Sommes-nous bien informés? Page 115-130. Les vaccins de demain, page 133-144. Chacune de ces grandes parties est subdivisée en courts chapitres. Première partie. Les vaccins, c'est quoi? Le chapitre 1, intitulé Principes, résume en 2 pages, explique les modes d'action des vaccins. Stimulation du système immunitaire du receveur par le vaccin et mode d'élaboration de celui-ci. Les chapitres 2, premier vaccin, et 3, Pasteur, constituant un court rappel historique. Les chapitres 4, calendrier vaccinal, et chapitre 5, obligations, rentrent dans la législation qui régit la vaccination. Le chapitre 6, Monde, rappelle qu'il n'y a pas que les Français concernés, mais 7 milliards d'humains, et que les problèmes posés ne sont pas partout pareils. Le chapitre 7, Contre, évoque les polémiques nées des obligations vaccinales. Deuxième partie. La vaccination est-elle efficace? Cette partie étudie pour chaque pathologie l'efficacité des vaccinations et ses risques et ou ses échecs éventuels. Sont ainsi passés en revue la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la rougeole au rayon rubéole, la grippe saisonnière, l'hépatite B, les papillomavirus, la coqueluche et la varicelle. Le chapitre 10, Voyageurs, évoque les vaccinations utiles, voire obligatoires pour les destinations étrangères où sévissent diverses pathologies. Troisième partie. Y a-t-il des risques? Détaille en 8 chapitres les problèmes soulevés par la vaccination de masse. Comment les prévenir en amont, mode d'élaboration des vaccins, essais cliniques. Surveillance au long cours, respect des contre-indications. Et comment assurer la réparation en cas d'accident. La quatrième partie, sommes-nous bien informés, détaille en 4 chapitres les principales sources d'informations sur le sujet et leur fiabilité. Les médecins, les experts, les messages médiatiques, les autorités sanitaires. Une seule conclusion. Incompétence, conflit d'intérêts, puissance de l'industrie pharmaceutique. Pour le patient consommateur, une seule règle, la prudence. En cas de doute, visitez le site de la revue Prescrire, www.prescrire.org. C'est le meilleur.
L'ouvrage s'achève sur une cinquième partie. Quels seront les vaccins de demain? L'ouvrage s'achève sur une cinquième partie. Quels seront les vaccins de demain? Où l'auteur ouvre des perspectives d'évolution de la vaccination, à la fois en fonction de l'évolution des différentes pathologies, mais aussi des données économiques et du poids de l'industrie pharmaceutique, qui, comme toute entreprise, n'a qu'un but, faire des profits. En conclusion, un ouvrage qui, en 150 pages, résume parfaitement toutes les problématiques que peuvent poser les vaccins, avec pour les lecteurs les plus intéressés par le sujet, la possibilité d'approfondissement grâce à une bibliographie détaillée, mais aussi l'adresse de nombreux sites internet utiles. Merci. Mon coup de cœur s'appelle Ya Balade. C'est un CD de Bachar Mar Khalife, un artiste franco-libanais. À la première écoute de cet album, La magie opère, c'est un album où les mélodies sont à la fois douces, graves, chaleureuses, chatoyantes, parfois répétitifs, entêtantes et propices à la transe. D'autres ballades sont beaucoup plus énergiques et elles aussi nous envoûtent. Dans cet album, il y a un savant mélange de sonorités de la tradition orientale et également des sons plus contemporains comme de l'électro, du jazz, du folk. Et cet album est d'autant plus original et singulier par ce savant dosage de ce mélange. On écoute 11 chansons qui nous invitent au voyage en nous transportant d'un univers à un autre. Et les frontières se brouillent, s'effacent petit à petit. La palette d'instruments utilisée est très riche. Il y a du piano, de la batterie, des percussions, des synthés. La voix de Bachar est gutturale. Elle est à la fois âpre, comme peut être le chant arabophone masculin, mais aussi sa voix est vibrante, chaloupée, murmurée, et elle nous transporte dans un univers de haute intimité. Toute la famille a participé à la création de cet album. Sa mère, Yola, a composé le troisième titre, Lemon. Bachar y a posé sa voix. Son frère Rami a composé le titre Ya Balade. Et Bachar a repris la célèbre chanson de son père, Madonna, son père Marcel Khalife. À 32 ans, Bachar nous sort ce troisième album seulement, car c'est un artiste qui a de nombreux talents. Il est multi-instrumentaliste et travaille avec l'Orchestre national de France. Il a également écrit des musiques de films. C'est un enfant de la diaspora ou de l'exil et il nous livre avec beaucoup de force et de poésie tout le chagrin qu'il ressent de voir son pays natal, le Liban, embourbé dans un chaos déchirant. Ya Balad veut dire au pays. Et son premier titre, Kerry Ellison, est emprunté d'une prière de la liturgie chrétienne. C'est une prière qui implore Dieu d'avoir pitié de nous. Bachar est un artiste que vous pourrez découvrir au Festival Mythos, si vous souhaitez, prochainement. Et il sera également présent sur la scène des Vieilles Charrues cet été à Carré. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis une lectrice assidue de la médiathèque, dont je fais également partie en tant que bénévole depuis déjà pas mal d'années. J'aimerais vous présenter un livre qui s'appelle Les chaussures italiennes de Henrik Mankell. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Et ce dont il raconte, c'est ceci, voilà, 66 ans, Frédéric Guélin vit reclus depuis une décennie sur une île de la Baltique, avec pour seule compagnie un chat et un chien, et pour seule visite celle du facteur de l'archipel.
Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, il s'est isolé des hommes. Pour se prouver qu'il est encore en vie, il creuse un trou dans la glace et s'y immerge chaque matin. Au solstice d'hiver, cette routine est interrompue par l'intrusion d'Harriet, la femme qu'il a aimée et abandonnée 40 ans plus tôt. Frédéric ne le sait pas encore, mais sa vie vient juste de recommencer. Le temps de 2 solstices d'hiver et d'un superbe solstice d'été, dans un espace compris entre une maison, une île, une forêt, une caravane, Mencken nous révèle une facette peu connue de son talent avec ce récit sobre, intime, vibrant, sur les hommes et les femmes, la solitude et la peur, l'amour et la rédemption. C'est effectivement un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Il résume d'ailleurs très bien ce qu'il veut dire. Je ne vous raconterai pas la fin, ce serait un peu dommage. Par contre, je voudrais vous raconter une petite anecdote à propos de ce bouquin. J'ai tellement aimé ce bouquin que j'en étais un des participants, enfin un des personnages. Et une personne de la bibliothèque m'a demandé de lui donner un nom de bouquin qu'elle pourrait lire. Et donc, je lui ai dit, allez donc chercher les chaussures italiennes qui viennent de rentrer justement. Je lui ai dit, je vous assure, c'est un bouquin extraordinaire. D'ailleurs, le film reprend textuellement vraiment tout ce qui est dit dans le bouquin. Et je voyais les filles qui me regardaient avec des yeux comme ça. Je me disais, qu'est-ce que j'ai dit? Et une fois que cette personne est partie, elles m'ont dit, mais Michel, il n'y a jamais eu de film. Donc, pour terminer, je vous dirais simplement que le film, c'est moi qui l'ai fait. Bonjour, je suis un habitué de la médiathèque depuis une 14aine d'années, exactement, depuis que je suis en retraite. Et j'y trouve un certain nombre de livres qui m'intéressent. Alors je ne suis pas un lecteur, je dirais, ordinaire, dans la mesure où, attention, je ne suis pas extraordinaire, mais pas ordinaire parce que je lis très peu de romans. Moi, je veux demander à des livres des choses qui me soient utiles. Autrement dit, je veux apprendre quelque chose. C'est pour ça que je sors souvent des livres techniques, par exemple, ou des revues littéraires ou autres, et surtout historiques. J'aime particulièrement la géographie et l'histoire, quoique ça n'a pas été mon métier. Moi, j'étais professeur de lettres classiques, donc français, latin et grec. Alors, pourquoi je présente ce livre-ci qui s'appelle « L'univers à portée de main » et qui est d'un scientifique qui s'appelle Christophe Galfard, tout simplement parce que je trouve que c'est un ouvrage absolument fascinant. Je m'intéresse depuis quelque temps à ce qu'on appelle l'astrophysique, autrement dit l'astronomie si vous voulez, mais de façon scientifique. Et je ne suis pas du tout un scientifique, je vous l'ai dit, pour moi c'était français, latin et grec, mon niveau de maths c'est entre 0 et 5 sur 20, donc mon bac c'était le bac philo, mais depuis que les Américains sont allés sur la Lune, surtout. Depuis qu'un certain nombre n'y croit pas, je me suis rendu compte que l'univers, c'était quand même intéressant. Alors, il y a pas mal de bouquins qui sortent actuellement. Il y en a un certain nombre ici. Par exemple, Yves Klein, Trine Svantoine, je ne sais plus qui encore. Bon, il y en a quand même un certain nombre. Et tous ceux-là sont en train de nous révéler des choses. Alors, premièrement, que le monde n'est pas aussi petit qu'on le pensait. Deuxièmement, qui n'est pas aussi grand peut-être non plus qu'on le pensait. Quand on parle de l'infini, par exemple, eh bien, il y a 2 sortes d'infini, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ce livre-là, c'est celui qui m'a paru le plus abordable parmi tous ceux que j'ai lus. J'en ai lu à peu près une dizaine. Donc, il y a donc, je vous ai dit, j'en ai cité un certain nombre. Il y a également Stephen Hawking, pas Stephen King, Stephen Hawking, qui est d'ailleurs le patron de cet auteur. Alors cet auteur, c'est un Français qui s'appelle Christophe Galfard, mais il a écrit son ouvrage en anglais. Dieu merci, il a été traduit, et il a été traduit par l'auteur. Voilà. Bon, pas seulement, par 2 autres auteurs, mais c'est lui qui a relu la traduction. Mais il l'a écrit en anglais parce qu'il a travaillé pendant longtemps en Angleterre. Voilà. Et donc le public, c'était surtout un public américain, public anglais, public canadien. De quoi parle ce livre? Eh bien, il nous parle de l'infiniment grand, comme je l'ai dit, et de l'infiniment petit. Comment va-t-il procéder? C'est ça qui est intéressant. Les autres livres nous donnent souvent des documents scientifiques qui sont parfois un peu rébarbatifs, d'autant plus que moi je ne suis pas un fanatique des équations. Donc, celui-ci, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, et elle n'est pas expliquée. Ou plutôt, elle est développée, elle n'est pas expliquée, c'est E égale mc2. Tout le monde la connaît, c'est la formule de Einstein, la relativité. Alors, pourquoi ce livre est intéressant, pourquoi je le conseille? Je dirais même à tout le monde. Autrement dit, même à des jeunes, au niveau
J'allais dire, il suffit d'avoir un petit peu de curiosité, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique. La preuve, c'est que je peux le lire. C'est que je l'ai trouvé intéressant aussi. Alors, il part tout simplement, c'est une mise en scène, il s'adresse au lecteur, il le vous voit quand même. Je peux lire une petite partie, si vous voulez bien, je lis l'introduction. Avant de commencer, j'aimerais partager deux choses avec vous. La première est une promesse, la seconde une ambition. La promesse est que ce livre ne contient qu'une seule équation, la voici, E égale MC2. L'ambition, mon ambition, est que personne ne se retrouvera perdu en lisant ce livre. Vous êtes sur le point de partir pour un voyage à travers l'univers tel qu'il est décrit par la science d'aujourd'hui. J'insiste bien, par la science d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et dans 10 ans, ça aura encore changé. Dans 10 ans, M. Christophe Galfard pourra peut-être réécrire les derniers chapitres. Voilà. Je continue pour la préface. Vous êtes sur le point de partir pour un voyage à travers l'univers tel qu'il est décrit par la science d'aujourd'hui. J'ai la profonde conviction que cette connaissance est accessible à tous et ce voyage commence loin, très loin de chez vous, à l'autre bout du monde. Et je suis tout à fait d'accord, après l'avoir lu, avec ce qu'il dit dans l'avant-propos. C'est absolument passionnant et le mot est faible, moi je dirais que c'est fascinant. Et ça, c'est mon avis personnel. Alors ça commence donc par, il nous met en situation, il nous dit, vous êtes sur une plage, par un bel après-midi d'été, donc tout va bien, sur une île tropicale, pourquoi pas, et puis vous entendez le doux clapotis des vagues, et vous levez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir par exemple la Lune. Vous pouvez donc déjà essayer de vous dire, mais à quoi ça sert? À quoi elle sert? Et là, il va nous révéler petit à petit que, par exemple, eh bien, sans la Lune, les mers seraient mortes, puisque vous savez que la marée est provoquée par l'attraction entre... Bon, qu'est-ce que c'est qu'une attraction? Est-ce qu'il y a une corde entre la Lune et la Terre? Non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui fait? Ah, n'y aurait-il pas une explication scientifique? Quelle est la loi? Etc. Puis, un peu plus loin, vous avez le Soleil. Le Soleil. À quelle distance est-il? Les anciens pensaient que c'était très proche. Ils n'avaient pas la notion, d'ailleurs, de l'espace. Et là, il va nous dire, mais non, il suffit de 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes de quoi? 8 minutes de la lumière. Mais la lumière, elle va à quelle vitesse? Etc. Et vous voyez que petit à petit, on entre dans les choses et ça devient de plus en plus intéressant parce qu'on s'éloigne au-delà du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a les autres planètes qui tournent toutes dans le sens, sauf une, Mercure. Pourquoi? On va essayer de définir là aussi. Voilà. Donc, et tout au long, comme ça, l'infiniment grand, on va aboutir aux galaxies, on va aboutir au Big Bang, bien sûr, parce que pendant longtemps, on pensait que le monde, il était infini. Mais là, on va se dire, maintenant, étant donné qu'on s'aperçoit scientifiquement que les galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a donc un mouvement. Et si on faisait le mouvement à l'envers, on va aboutir à quoi? Tout cet ensemble va se rétrécir jusqu'à aboutir au petit Big Bang, c'est-à-dire un milliardième de milliardième de milliardième de millimètre. Bon, et c'est plus petit encore. Et qu'y avait-il à ce moment-là? Et pourquoi ça s'appelle le Big Bang? Pourquoi Einstein n'y croyait pas au point de départ? C'est un curé, Georges Lemaître, un curé belge, qui a défini scientifiquement le Big Bang. Et maintenant, tout le monde l'accepte. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on aura vu l'infiniment grand, il va nous emmener dans l'infiniment petit, dans ce qu'on appelle le monde quantique. Alors c'est très compliqué, mais en réalité, il le rend simple. Et voilà. Je peux terminer juste pour dire une dernière chose. À la fin de ce livre, on a deux sensations. La première, c'est une sensation de vertige, tellement ça nous entraîne loin, aussi bien vers le haut que vers le bas. Le haut, c'est-à-dire l'infiniment grand, et le bas, c'est l'infiniment petit. Et le deuxième sentiment que l'on peut éprouver après ce vertige, c'est l'admiration. Il est beau, notre univers. Il ne faut pas trop le gâcher. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis usagère de la médiathèque de Bruy depuis un petit bout de temps, une bonne dizaine d'années. Et je voulais vous présenter, dans le cadre de cet anniversaire, cette superbe BD un peu particulière donc, de François-Emmanuel Lepage, La Lune est blanche, éditée chez Futuropolis. C'est une BD un peu particulière puisque ça allie le texte, le dessin et la photo. Donc les deux frères sont partis dans une grande aventure en Antarctique et voilà, ils ont voulu nous faire partager cette aventure scientifique, cette aventure humaine, cette aventure de deux frères qui se sont retrouvés là-bas. Voilà, c'est une très très belle BD qui lie l'histoire, le travail des scientifiques donc sur le bateau, sur l'Antarctique. C'est vraiment très 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 dense, très intense et très beau. Voilà, un coup de cœur en plus de cette bande dessinée puisque on a pu partager avec la médiathèque de Bruy une rencontre avec François Lepage, donc le photographe, qui nous a donc fait l'honneur de nous permettre d'exposer les planches originales donc de la BD et des photos dans le hall de la médiathèque. Donc voilà, c'était un très très joli moment. Je pense qu'on en garde un très beau souvenir. Cette bande dessinée est vraiment une belle aventure, un beau voyage. Ça permet de découvrir ce territoire qui est peut-être ce à quoi on aspire tous, à savoir un territoire partagé de paix. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis quelqu'un qui vient régulièrement à la bibliothèque. Et un jour, j'ai découvert un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est La Sélection. Ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle America et qui est sélectionnée pour une télé-réalité pour devenir la princesse du royaume Iléa. C'est l'Amérique dans 2000 ans. Et en fait, il y a une histoire d'amour, mais il y a aussi des histoires d'amitié. Et mis à part ça, il y a des rebelles qui veulent attaquer le château pour enlever la royauté. Et du coup, il y a un côté où ça fait un peu niais ou des choses comme ça, et un autre qui fait plutôt guerre. Et j'ai beaucoup aimé ce roman parce que on voit l'héroïne de deux côtés parce que des fois elle est filmée et elle n'est pas du tout la même que quand elle est toute seule et voilà. Et il y a une pièce secrète qui est une bibliothèque parce que elle est très secrète et très précieuse parce que à ce moment, dans 2000 ans, il y aura plus de livres, tout sera sur des ordinateurs et j'ai trouvé ça assez drôle, donc voilà. Bonjour, donc je m'appelle Arnaud et moi je vais vous parler d'un des livres qui m'a le plus marqué dans toutes mes lectures jusqu'à présent, et il s'agit donc de Pour trois couronnes de François Garde, donc initialement sorti aux éditions Gallimard et depuis quelques temps maintenant en folio poche. Donc Pour trois couronnes, c'est l'histoire de Philippe Zaphar. Donc Philippe Zaphar, c'est un jeune homme qui a créé son propre métier. Avec un titre assez pompeux, assez particulier, il est donc curateur aux documents privés. Curateur aux documents privés, c'est un métier assez particulier, vu qu'il s'agit en fait de classer, de faire le grand ménage dans le document des personnes qui viennent de décéder. Quand la famille n'a pas envie de se mettre les mains dans les petits secrets de la personne décédée, elle appelle donc ce fameux Philippe Zaphar. Bon, bien sûr, ce Philippe, il en profite pour monnayer un peu les secrets qu'il déterre dans la vie du défunt. Donc une amante ou un amant, un enfant caché, etc. Sauf qu'un jour, Philippe Zaphar, il va tomber sur un gros secret. Il vient d'avoir pour la première fois un grand client, donc un milliardaire donc sans enfant, qui laisse juste une veuve derrière lui. Mais dans ses papiers, il y a trois pages d'un petit essai littéraire qui s'appelle donc Pour trois couronnes, qui laisserait supposer que ce monsieur, donc Thomas Colbert, donc ce fameux millionnaire, aurait couché avec une femme pour de l'argent et plus encore lui aurait fait un enfant. Il y aurait donc un héritier à ce grand commerce maritime que contrôle Thomas Colbert. Après ça, en essayant de monnayer cette information à la veuve, donc
Philippe Zaffar se fait un petit peu prendre à son propre jeu, vu il se retrouve dans l'obligation, donc forcé par cette veuve, de retrouver le possible héritier, avec pour seul indice 3 pages d'un texte qui peut être complètement littéraire, complètement inventé. On va donc suivre dans ce roman d'aventure, finalement, parce que c'est un roman d'aventure, on va suivre Philippe Zaffar à travers le monde, à la recherche de cet enfant, cet hypothétique enfant. Jusqu'au bout, on ne sait pas s'il existe réellement. Donc 3 pages d'un essai littéraire comme point de départ, et donc 3 couronnes, 3 pièces de monnaie qui existent réellement, et qui vont le mener à travers le monde jusqu'à une petite île où eh bien, il va redécouvrir toute la vie de l'île et toute la vie des marins qui ont pu traverser le monde et qui ont pu monnayer leurs services un peu particuliers. Donc François Garde, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a eu pour son premier roman le concours du premier roman, justement, avec Ce qu'il advint du sauvage blanc. C'est donc un auteur avec un style littéraire assez invasif, finalement. On se retrouve, on plonge dans le récit. On en ressort une demi-heure, 1 heure plus tard, sans s'être rendu compte finalement du temps qui passait. On est entraîné par son récit. On a les larmes qui viennent aux yeux quand il nous raconte ses histoires. On est entraîné finalement dans une aventure assez ordinaire finalement. Il ne semble rien avoir finalement de fabuleux, il n'y a pas d'action, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment... On est pris pour par une nostalgie dans son récit qui est assez curieuse, vu que personnellement je suis ni marin, ni je ne cache pas d'enfant derrière moi, etc. Et pourtant on arrive à s'identifier à ce personnage décédé, on arrive à compatir à cette histoire de façon assez intime. C'était donc Pour 3 couronnes de François Garde, aux éditions Folio et Gallimard, bien entendu. Merci. Mon coup de cœur. Fernando Pessoa. Retenez de Pessoa son prénom, Fernando. Et surtout, lisez le gardeur de troupeau. Retenez de Pessoa qu'il est né en 1888 à Lisbonne. Fernando est donc contemporain à Guillaume, à Jules, à André, à Joseph, à Louis et à bien d'autres. Mais surtout, lisez Ode maritime. Retenez de Pessoa qu'il a besoin de plusieurs identités pour s'exprimer, pour ne pas se contredire en quelque sorte. Il a écrit sous différents pseudonymes, parmi lesquels Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Alberto Saero, Ricardo Reis. Ce sont là ses principaux hétéronymes. C'est ainsi qu'il les nomme. Retenez aussi que Fernando Pessoa est un écrivain-poète intranquille. Il a écrit un pavé de lecture. Lisez le livre de l'intranquillité, où il donne la parole à Bernardo Soares. Jean-Yves, c'est moi. J'ai surtout retenu que ce Portugais est un poète, et là je mets un P majuscule, un poète insaisissable, qui interroge, mais qui hésite sur la signification de la vie. Il ne pactise que très rarement avec les évidences. Écoutez. Cette dame a un piano, qui est agréable, mais qui n'est pas le cours des fleuves, ni le murmure que font les arbres. Pourquoi faut-il qu'on ait un piano ? Le mieux est qu'on ait des oreilles et qu'on aime la nature. Et là, il met un N majuscule à nature. Gardez encore vos oreilles attentives. Voici un autre extrait. La diligence est passée dans la rue et puis s'en est allée. La rue ne s'en est trouvée ni plus belle, ni plus laide. Ainsi de toute action humaine dans le vaste monde. Nous ne retirons rien et rien nous n'ajoutons. On passe et on oublie. Et le soleil est toujours ponctuel chaque matin. Retenez encore de Fernando Pessoa qu'il faut le lire, mais pas seulement avec les yeux. Il faut la prononcer, cette poésie qui vous va si bien. Écoutez encore, écoutez. Je ne suis rien.
Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Ce sont les premières paroles d'un texte capital de Pessoa, de son œuvre, et ce texte est intitulé « Bureau de tabac ». Tout de même, retenez encore ceci pour conclure ce coup de cœur. Pessoa, en dépit de son apparente incertitude, m'a semblé au fil de mes lectures, à haute voix bien sûr, recommander la simplicité comme fil rouge de la vie. Je vous déclame le début et la fin d'un poème évoquant le Tage, un des grands fleuves du Portugal. Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village. Mais le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village, parce que le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village. Par le Tage, on va vers le monde. Au-delà du Tage, il y a l'Amérique et la fortune pour ceux qui la trouvent. Nul n'a jamais pensé à ce qui pouvait bien exister au-delà de la rivière de mon village. La rivière de mon village ne fait penser à rien. Celui qui se trouve auprès d'elle est auprès d'elle, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour parler de Pessoa, ce grand poète. Merci. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis un très grand lecteur, je lis plus de 150 livres par an et je suis donc très assidu à la médiathèque. Je suis souvent déçu par certains ouvrages et il y en a un qui m'a scotché, c'est Millennium de Stieg Larsson. C'est un des rares livres qui m'a obligé à me coucher à 3 heures du matin pour le finir. Et c'est un livre très piégeant parce que le personnage principal, ce n'est pas le journaliste, c'est Lisbeth Salander, l'informaticienne. Quand on m'a dit « viens parler d'un livre à la bibliothèque », j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais avoir et puis j'ai pensé à plein de choses parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je viens souvent à la bibliothèque, je suis inscrite depuis longtemps, depuis que je suis arrivée à Bru de toute façon, donc une des premières choses que j'ai faites c'est m'inscrire à la médiathèque. J'y ai fait passer toute la famille, on est tous adeptes de la médiathèque, mon mari, mes 3 enfants sont là aussi, et donc j'ai réfléchi, et là je me suis dit plein de choses. J'ai fini par faire mon choix sur un livre que j'avais lu il y a très très longtemps, voilà, mon coup de cœur, c'est Paroles de Prévert. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais en 3e au collège, comme quoi le collège aussi amène à découvrir la littérature. Là, c'était la poésie. Moi, jusque-là, la poésie, ça ne m'avait pas du tout intéressée. Je lisais parce que j'ai toujours lu énormément, mais la poésie, j'étais passée complètement à côté. Et alors, en découvrant Paroles, j'ai découvert un univers, quelque chose de complètement différent. Des tout petits textes complètement absurdes que je ne comprenais pas, que je ne comprends pas toujours encore, que j'ai relus beaucoup. Quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit, allez, je vais mettre des post-it dans ceux que j'ai aimés. Et voilà, à la fin. J'avais tellement de post-it que je ne savais même plus de quel texte j'allais parler. Je me suis rendu compte que ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas relu et j'en gardais un souvenir toujours aussi ébloui et toujours des petites phrases qui me revenaient, des poèmes parfois entiers. Je ne me rappelais même pas que je m'en souvenais d'autant. Voilà, donc c'est le plaisir de pouvoir partager ça aussi. Je sais qu'il est aussi à la médiathèque. Moi, j'en ai bien sûr un chez moi, qui n'est pas dans un si bel état que ça, qui est beaucoup plus abîmé que celui-là. Il est tout gonflé. Il a encore des choses que j'avais griffonnées quand j'étais en 3e. Ça remonte à très longtemps. Mais voilà, c'est en ça aussi que j'aime bien la médiathèque, parce qu'on y trouve aussi bien des choses très récentes. J'ai lu des textes très récents, j'ai lu les nouveautés, je lis les nouveautés encore, mais on trouve aussi des textes plus anciens, et ça, je trouve que c'est bien. Donc nous, on adore venir à la médiathèque, parce que c'est un endroit vraiment où on se sent bien, où il y a plein de CD, enfin on prend beaucoup de CD, donc il y a vraiment plein de CD, beaucoup de choix. Voilà, dans une ambiance conviviale et très sympathique. Toute l'équipe de la médiathèque est chaleureuse, accueillante, reçoit bien. À notre écoute pour nous guider, nous proposer les dernières nouveautés. Et répondre aussi à toutes nos suggestions, nos achats qu'on a envie de faire en fin de compte, puisque y a plein de choses où voilà, on se sent vraiment
acteur dans cette médiathèque. On sent qu'on est là, quoi. On peut proposer certains achats et voilà, parfois on a de bonnes surprises, hein, très souvent d'ailleurs. Puis ça permet de faire plein de nouvelles découvertes, des choses qu'on n'aurait jamais achetées, qu'on n'aurait jamais pensé écouter et qui en fin de compte se retrouvent dans nos mains et dans nos lecteurs CD. Alors on a envie de dire à cette médiathèque joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ouais, les 20 ans. Ça joyeux 20 ans.